Torel Souala Madior Fall, sénégalo-congolaise, juriste de formation, entrepreneur social. Et l'ouvrage s'intitule « Violence au féminin ». Violence au féminin, pourquoi? Parce qu'il parle, c'est un récit, on va dire un recueil de témoignages de femmes de différentes nationalités qui ont eu la générosité de poser leurs témoignages, notamment concernant leur vécu, que ce soit les bonheurs ou même les drames de leur vie. C'est vrai que la question des femmes, notamment, m'interpelle énormément. Mais quand on parle de femmes aussi, il y a les familles. Les familles, c'est-à-dire c'est les enfants de différents sexes. Ce n'est pas uniquement les femmes en tant que telles. Et donc, s'il y a un thème qui m'a profondément touché, ou en tout cas interpellé lors de la rédaction de cet ouvrage, c'est notamment les personnes, on va dire les nées et vivant avec un handicap. C'est-à-dire quand on parle de ça, on parle de maladies génétiques, on parle notamment d'autres formes d'handicap, c'est-à-dire des gens paralysés, entre autres. Un témoignage qui m'a d'abord interpellé, c'est déjà les maladies génétiques, notamment la drépanocytose, parce que c'est une maladie que j'ai vécue de près. C'est quand je fais mes études ici en France, je côtoie, on va dire, cette maladie de près, parce que ma colocataire, une amie, une sœur aujourd'hui désormais, qui a beaucoup influencé d'ailleurs l'un des témoignages lors de la rédaction de cet ouvrage, est née et vit aujourd'hui avec cette maladie. Donc évidemment qui a subi différentes formes de violence. Déjà dès la naissance, subit cette violence-là, inattendue, et ensuite grandit avec cette maladie. Donc c'était une façon aussi de lui lancer un message d'espoir, que d'accord, cette maladie est là, dans son sang, ça circule, c'est vrai, c'est un quotidien qui, je sais, pour avoir vécu ça avec elle, qui est très difficile, mais j'ai envie de lui dire de continuer à y croire, que nous sommes à une époque où désormais il n'y a plus de condamnation de drépanocytaires, comme dans nos sociétés on disait non, on ne dépasse pas l'âge de 25 ans, ou le cap en tout cas des 18 voire 25 ans, et qu'aujourd'hui elle a l'approche de la cinquantaine, elle est encore là bien forte, bien dynamique, et qu'elle doit garder espoir. Donc au-delà de ça, il y a une autre, j'ai été interpellé, comme je vous disais tantôt, par le dernier témoignage que j'ai intitulé Vivolé, parce que c'était un témoignage, c'était pour la première fois que personnellement j'étais confronté, en tout cas je prenais connaissance de cette malformation, qui est donc l'intersexualité. Et on n'en parle pas beaucoup dans nos sociétés, on en parle pas, c'est quasiment un sujet tabou, par méconnaissance sans doute. Moi j'avoue, c'était pour moi une maladie, en tout cas une malformation complètement méconnue que je découvre sur le parcours, en tout cas lors de la rédaction de ce livre-là. Lors d'ailleurs des rencontres de Rufisquel, nous avons eu la chance de rencontrer ces victimes-là, on va les appeler comme ça, et aussi leurs familles. C'est vrai que dans nos sociétés, c'est des gens qui vivent des moments difficiles. Nous avons aujourd'hui la chance, nous avons eu d'ailleurs la chance de travailler avec ce qu'on appelle les écoles inclusives. Et d'où nous avons fait d'ailleurs de l'inclusion une priorité. Rufisquel, depuis presque 5 ans, travaille pour la promotion des écoles inclusives. C'est-à-dire que nous sommes là, nous allons vers ces enfants-là, ces parents qui ont soit honte, entre guillemets, ou même ne savent pas qu'il y a ces écoles-là qui existent dans nos différentes capitales. On les incite à inscrire les enfants à l'école pour qu'ils aient au moins un minimum de formation de base, c'est-à-dire au moins apprendre à lire, à écrire et se socialiser, notamment avec les camarades. Et ce qui est bien dans ces écoles, les inclusives, notamment dans la ville de Rufisque que je connais bien, et il y a un mixage. C'est-à-dire que dernièrement, là au mois de novembre, début novembre, nous avons eu la chance de parcourir encore ces écoles-là. Un directeur m'a beaucoup interpellé d'ailleurs, un fonctionnaire, et qui vraiment consacre sa vie, Monsieur Diouf, consacre sa vie pour l'inclusion en tout cas de ces enfants nés et vivants avec différentes formes de handicap. Et surtout pour ces enfants, j'ai pu relever beaucoup de force.
beaucoup de détermination et que c'était un réel plaisir pour eux, enfin, de faire partie de la société. Parce que quand ils vont à l'école, ils font partie de la société. Ils ont les mêmes jeux, ils ont les mêmes distractions, ils ont la même formation. À quelques différences près que parfois, eux, il faut utiliser d'autres méthodes, surtout par exemple pour les enfants sourds-muets, pour les enfants aveugles aussi, il faut utiliser d'autres méthodes, c'est vrai, mais ils sont des enfants que j'ai vus vraiment épanouis. C'est vrai que je voudrais d'ailleurs aussi lancer un message. Il est important que différentes associations, ONG, en tout cas les gens qui sont intéressés puissent davantage les accompagner parce que c'est vrai que les moyens sont insuffisants et il y a beaucoup de choses à faire dans ces différentes écoles d'accueil pour ces enfants. Et ensuite, un autre message, un dernier message que j'ai envie de lancer et qui est une continuité. Parce que nous avons pu remarquer que quand ils arrivent en classe de CM2, c'est-à-dire la fin du cycle primaire, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de collège, il n'y a pas d'université, ils n'ont pas la possibilité d'entamer des études supérieures. Et c'est à mon grand regret. Je pense dès que Rufisquais dans les prochains mois va énormément travailler dans ce sens-là pour que ces enfants-là aussi n'abandonnent pas. L'handicap n'est nullement une malédiction. Et on ne devrait jamais, en aucun moment, penser comme ça, considérer en tout cas, ce n'est qu'une maladie, ou d'autres, une maladie qu'on appelle génétique, non choisie. Il faut que les choses soient claires. Parce que quand on arrive au monde, on ne choisit pas de naître avec un handicap. Donc il est important que la société comprenne, c'est-à-dire que les familles ou les personnes qui sont dans l'environnement de ces personnes vivant avec ces handicaps comprennent bien que ce n'est pas une malédiction. Parce que c'est vrai que dans de nombreuses sociétés, pendant longtemps, par exemple la drépanocytose ou bien d'autres maladies étaient considérées, les enfants vivant avec ces maladies étaient considérés comme des enfants sorciers. Donc je pense que quand même il est temps de comprendre que ce n'est qu'une malformation. Donc ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une fin de vie non plus. Et qu'on peut vivre avec un handicap et avoir une vie épanouie et réussir aussi sa vie.